Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, c'est pas facile dans cet amphi-là parce que la puissance de la lumière là est telle qu'on a du mal à vous voir. Or, ça va être important de vous voir parce que, évidemment, vous connaissez la règle de la Cité de la Réussite. C'est un de ses bonheurs, c'est de pouvoir dialoguer avec ses invités. Et nous accueillons donc la philosophe Cynthia Fleury. J'y reviens dans un instant, mais d'abord, je vous dois, au nom de la Cité, des précisions, sinon des excuses, pour les autres orateurs qui étaient prévus cet après-midi. Vous avez remarqué peut-être que dans les programmes des différents débats, ceux qui appartiennent au gouvernement ou qui ont des responsabilités importantes, en l'occurrence Jean-Paul Delevoye, au sein de La République En Marche, ont tous fait défection. Alors, ce n'est pas une hostilité particulière à l'égard de la Cité de la Réussite, bien entendu, mais c'est tout simplement, je pense, une consigne ou en tout cas une nécessité d'être convoqué ou d'être présent au cours du congrès de leur parti, aujourd'hui à Lyon. Voilà, défection que beaucoup d'entre eux ont regretté en toute sincérité. Quant à Pierre Coppée,
C'est un problème personnel, familial, sa mère, très sérieux. Nous pensons à lui et il a tout fait pour essayer de revenir, mais il préférait rester au chevet, en effet, de sa mère. Voilà. Alors, au fond, finalement, je pense que c'est un bien pour un mal, tout ça. C'est-à-dire que nous avons le bonheur de nous retrouver. De nous retrouver avec vous, Cynthia, avec ce face-à-face. C'est pas moi face à vous, c'est tous ici face à vous, avec les étudiants du panel qui ont préparé aussi ce débat et que je salue et qui interviendront, et vous-même, car j'espère que nous aurons donc le temps. Je voudrais être sûr que c'est bien 18h, je crois, notre limite, comme ça on va essayer de faire vite. Cynthia, vous êtes donc philosophe, je le disais, thèse en philosophie, psychanalyste, vous êtes enseignante et vous ne lâchez rien puisque vous enseignez encore, bien sûr, mais je dis ça parce que votre surface médiatique ou vos essais pourraient vous permettre presque de... Mais non, vous enseignez et vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que vous évoquiez avec nous. Vous travaillez par exemple, aujourd'hui vous venez de mettre au point une nouvelle intervention à Sainte-Anne, psychanalyse, psychiatrie, vous nous décriviez ça, c'était passionnant. Vous avez travaillé beaucoup, vous êtes aussi présente dans le monde associatif, vous participez au board de la Fondation Nicolas Hulot, notamment, et un des sujets sur lesquels, outre la question des religions, le sujet sur lequel vous êtes très présente, c'est la démocratie, la politique de manière générale et la démocratie en particulier. Les nouvelles démocraties, les anciennes démocraties, avec un questionnement, une réflexion, une analyse sur ce qu'elles sont en train de vivre les unes et les autres, et en particulier la nôtre ou les nôtres, celles de pays plus développés, démocraties plus anciennes, confrontées aujourd'hui aux difficultés que j'en cite quelques-unes en vrac, des conflits de légitimité entre les différents pouvoirs ou institutions qui les nourrissent, qui les font vivre. Nous sommes perdus aujourd'hui finalement entre une dimension qui est liée au digital, au numérique et à la vitesse du coup de l'information qui impose une sorte de démocratie de l'instant, qui serait le contraire peut-être de la démocratie, mais qui a aussi ses vertus, qui pourraient être celles de la participation plus active, plus directe, plus immédiate aussi des citoyens. Là, il y a une forme de schizophrénie, ou en tout cas de difficulté, ou d'avantage, vous nous le direz peut-être. Évidemment, il y a la dimension de la quête d'identité, les communautarismes, un sujet que nous traitons et que nous connaissons bien en France. Et puis, il y a aussi évidemment la question de l'individu, de la place de l'individu, jusqu'à l'individualisme, un défaut, mais aussi il y a un respect d'une forme d'individuation. C'est ce que vous plaidez, ou c'est ce que vous avez plaidé dans Les Irremplaçables 2015. C'est nous les irremplaçables finalement, les individus dans un contexte de démocratie et d'état de droit qui, lui, en revanche, est contesté. On conteste, et on devait évoquer ici la question des pouvoirs du monde de l'entreprise aussi, et la façon dont ils s'inscrivent dans la démocratie. Un seul exemple, nous sommes en pleine polémique sur les vaccins, en pleine controverse, les scientifiques n'ont aucune contestation là-dessus, et pourtant les laboratoires sont interpellés. On attend d'eux, on exige d'eux déjà qu'ils règlent, qu'ils trouvent le vaccin du virus à venir, et pourtant en même temps on conteste leur légitimité. Donc vous voyez, on est dans un de ces conflits aujourd'hui, et vous réfléchi sur ce point. Je voudrais me permettre de citer simplement les premiers mots du prologue des Irremplaçables. Les années passent et se ressemblent, c'est vous qui écrivez. En apparence, rien n'est plus à sa place, rien n'a plus de place. La modernité ne serait-elle qu'une plaisanterie, tant les changements produits se délitent sous l'analyse critique et laissent apparaître sous leur fulgurance la rémanence de leurs archaïsmes. Qu'est-ce, selon votre diagnostic, en introduction de cette rencontre avec vous, Cynthia, en quelques mots, de quoi souffriraient ou non nos démocraties? Alors, il fonctionne. Allez, bien dedans. Bonjour à tous. Et puis, vraiment, je suis la première déçue de n'être qu'avec moi-même, parce que je me connais un tout petit peu. Et donc, j'avais une grande joie de rencontrer mes deux autres interlocuteurs que je connais bien aussi, mais
voilà, c'était un bonheur d'être avec eux. Donc vraiment, je partage votre déception, sachez-le. Mais en revanche, voilà, peut-être qu'on aura un peu plus d'interactivité et n'hésitez pas même à lever la main. Ou, moi, au moins, on essaiera de faire vivre ce temps un peu différemment. La démocratie, elle souffre. Alors, de quoi? D'abord, si on prend ce tout petit temps qui est le nôtre, hein, donc je ne reviens pas à, je dirais, structurellement de quoi elle souffre, parce qu'elle est aporétique de toute façon, et je reviendrai sur ce terme-là. Mais depuis une trentaine d'années, on connaît tous, le diagnostic est archi fait, donc voilà, pour ma part, très très rapidement, elle souffre d'un découplage qui est antinomique pour le coup de sa survie entre l'état de droit et l'état social. C'est une même pièce et nous avons cru que ces deux pièces pouvaient se dissocier, que le compromis social, après tout, n'était peut-être qu'un moment et qui renvoyait effectivement à l'État-providence, à la question des 30 glorieuses pour nous en France, etc. Alors que l'État social est véritablement l'incarnation de l'État de droit et qu'à partir du moment où vous dessaisissez de l'enjeu de l'État social en considérant que la simple tenue procédurale de la démocratie suffira, que la démocratie, c'est le grand rêve, encore une fois, libéral d'ailleurs, la démocratie automatique, d'une certaine manière, la seule démocratie institutionnelle, la seule démocratie du scrutin, etc., qui est bien évidemment structurante de la démocratie, mais qui n'est pas son cœur vivant, qui n'est pas ce qui maintient la démocratie dans un ajustement permanent par rapport à des défis qui sont contextuels, des défis historiques, et qui permettent justement de réinventer sans cesse la démocratie et qu'elle fasse face aux nouveaux enjeux d'inclusivité, aux nouveaux enjeux de solidarité, etc. C'est ça la base de la démocratie. Et ça se vit avec la société civile, ça se vit avec l'éducation, ça se vit avec, les entreprises aussi, d'une certaine manière. On y reviendra parce que pour moi, il y a un rôle régulateur majeur ou dérégulateur. De fait, nous avons expérimenté un grand rôle des régulateurs. Je pense que nous pouvons aujourd'hui nous battre pour défendre un rôle plus régulateur du monde des entreprises, avec ce qu'on appelle la RSE et avec ces différentes choses. Mais il y a un rôle sociétal, il y a une sorte d'indivisibilité des objectifs pour les entreprises, alors que nous avons considéré que le profit, ce qui est d'ailleurs la définition d'une entreprise, il faudrait changer la définition de l'entreprise, ou en tout cas permettre la possibilité d'une définition autre aussi d'une entreprise, et que le profit ne soit pas simplement la finalité, mais un moyen au service de quelque chose. Donc le premier grand territoire dysfonctionnant, c'est ça, c'est cet état social laissé de côté et comme s'il pouvait surgir automatiquement alors qu'il demande notre inventivité forte. Et voilà, donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est qu'effectivement, vous avez alors là, c'est plus structurel, c'est pas que le système français, mais la réalité est mondiale. Aujourd'hui, vous avez un État-nation qui n'est pas dépassé. En tout cas, moi, je ne pense pas que les États-nations soient dépassés. Je pense même que les États-nations, on va redécouvrir leur puissance pour une simple et unique raison, c'est qu'ils sont traçables. Et je pense que la traçabilité des États-nations est très importante parce que nous allons dans un monde où nous avons des boîtes noires, pour le faire rapidement, les multinationales, les régulations endogènes, etc., qui ne sont pas claires. Or, un État-nation, quand même, a une obligation de traçabilité, si j'ose dire, je prends ce mot volontairement pour bien attraper un jargon qui n'est pas celui des États-nations. C'est pour ne pas dire nationalisme ? Non, ça veut dire que ce sont précisément des procédures démocratiques, c'est-à-dire il y a des questions de représentativité qui sont identifiées, il y a des questions de participation qui sont identifiées, de remontée, de construction de l'intérêt général qui sont identifiées par des protocoles, ce qui n'est pas le cas dans une multinationale avec des actionnaires, etc. Et qu'à un moment donné, après avoir vilipendé ces États-nations... C'est pas juste une affaire d'identité. Bien évidemment que non. Ce sont des protocoles construits savamment, collectivement. On parle d'intelligence collective, mais l'État-nation, c'est un grand territoire d'intelligence collective. Donc on va redécouvrir la puissance des États-nations dans, si vous voulez, tout de même l'univers de confiance
qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux, et c'est pas neutre. Mais pour l'instant, on est dans la phase de ils sont insuffisants, ils sont incompétents, ils n'ont aucun efficace, etc. Ce qui est vrai aussi, puisque la réalité des grands problèmes politiques, c'est du transnational. Et donc du transnational, ça fait que vous travaillez avec autre chose que la simple frontière étatique. Mais, je termine juste, c'est fantastique. C'est fantastique, par exemple, pour un philosophe politique comme moi, enfin un enseignant-chercheur en philopo, c'est que, tout simplement, vous avez, et je l'ai dit souvent, mais des combinaisons de gouvernance à inventer. On ne viendra pas, si vous voulez, inventer la régulation démocratique comme on l'a fait au XVIIIe ou au XIXe. Demain, qu'est-ce que c'est? C'est des gouvernances qui vont mêler différents échelons. L'échelon de la cité-État, ce qu'on appelle les villes-mondes, ce qu'on appelle les mégalopoles. Vous le savez tous que l'accord de Paris, qui sera contraignant sur l'accord de Paris? Ce sont les villes. Ce sont les villes qui iront en amont sur le régulateur, pas l'interétatique. L'interétatique suivra, sera derrière. Mais c'est très important, l'interétatique. Ça sera un autre moment, mais ça ne sera pas pionnier. Ce qui sera pionnier, c'est le fait que tout d'un coup, Paris, Calcutta, dit ça suffit, 2020, on fait un premier chiffre, etc., etc. Donc, alors que, bien évidemment, ce sont des cultures différentes, des endogènes différents, etc., etc. Donc, ces cohortes, moi j'appelle ça des cohortes dionysiaques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la thiase dionysiaque. Vous avez Dionysos et puis derrière vous avez un truc qui est un appareillage quand même somme toute complexe, avec des silènes, des bacchantes, des machins. Enfin c'est un bordel absolu. Et pourtant, bien évidemment, c'est régulateur de quelque chose parce que c'est régulateur au sens écosystémique, c'est-à-dire ça vient transformer des comportements, ça vient transformer du normatif, ça vient transformer, entre guillemets, une régulation économique un peu différente, etc. C'est plus compliqué, c'est plus dur, c'est tout ce que vous voulez. Mais vous regardez l'accord de New York, la déclaration de New York contre la déforestation, là aussi, c'est la thiase dionysiaque. C'est-à-dire vous avez des entreprises avec des peuples indigènes, avec des États, avec des associations, avec des universitaires, et tout ça, dans son univers local d'écosystème de régulation, pousse à quelque chose de normatif, et en l'occurrence, de contraignant. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est ces poches de régulation. Nous, chercheurs, il faut qu'on les modélise, il faut qu'on montre leur viabilité, et il faut qu'on les upgrade. Il faut qu'on montre que c'est opérant et que ce n'est pas simplement des petits camarades qui se réunissent entre eux et qui révolutionnent dans leur tête le monde. Donc ces combinaisons de souveraineté démocratique, c'est ça qu'il faut inventer. Je donne un autre exemple qui a totalement foiré, c'est samedi, qui a totalement échoué. On avait compris. Hein. Oui, bien, je sais, mais c'est pas. En plus, vraiment, j'aime pas l'argot, mais en l'occurrence, pardon. Donc, qui a raté, mais qui est symptomatique de ce qu'il faut faire, je pense, et qui, bien évidemment, pour l'instant, est instrumenté de toutes parts, de manière communicationnelle. C'est ce qui s'est passé avec, là aussi je l'ai dit souvent, sur Yasuni Park. Yasuni Park, vous connaissez, c'est un hotspot de la biodiversité. Sur l'international, vous avez, des hotspots de la biodiversité qui sont identifiés dans le monde. Il y en a 35 ou je ne sais plus. Bon bref, qu'est-ce que c'est qu'un hotspot de la biodiversité? C'est ce qui est régulateur sur son territoire, mais en fait non, ce qui est régulateur pour l'ensemble de l'écosystème terrien, terrestre. Donc, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que quand l'Équateur, tout d'un coup, comprend ça, mais en même temps, dans le parc Yasuni, vous avez tous compris qu'il y a du pétrole. Bon, il y a du pétrole, et donc la question est la suivante, on fore pas, je suis régulateur pour mon seul territoire national, et je suis régulateur pour l'international. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il faut respecter l'État-nation. Donc, ce n'est pas la communauté internationale qui va dire à l'Équateur, tu ne fores pas, parce que l'État-nation, il est souverain. En revanche, l'État-nation peut tout à fait dire à la communauté internationale, écoutez, on s'arrange, quoi. On s'arrange, on fait un travail de compensation. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que, tiens, Yasuni, sur une part, il y a une gouvernance qui n'est extra-nationale, mais avec un phénomène de compensation parce que mon territoire fait un effort supérieur. C'est ça la combinaison de souveraineté démocratique qu'il faut inventer demain.
ils l'ont fait. Le président l'a fait, en l'occurrence. Il savait très bien que ça ne marcherait pas et il a foré. Donc je sais très bien, je ne suis pas dupe de tout ça. Mais demain, ça ne fonctionnera plus comme ça. C'est-à-dire que cette manière d'instrumenter sans cesse les grands principes généraux, à un moment donné, avec les lanceurs d'alerte, moi j'attends par exemple un très grand mouvement, de la même façon qu'il y a eu ces mouvements et qui font avancer les choses petitement, mais qui les font tout de même avancer. Les lanceurs d'alerte sur LuxLeaks, sur en gros la dérégulation financière. Je l'attends sur la dérégulation environnementale. Qu'on sorte les gros dossiers de préjudice écologique lourds, les externalités négatives, les ajustements, qu'on aille... voilà. Pourquoi on n'a pas un nature, comment dire, leaks? Parce que bien évidemment, on sait très bien que toutes les grandes entreprises du monde entier, les peuples, tout le monde s'ajuste tout le temps sur le territoire naturel et qu'il n'y a pas de contrat social sans la nature. Ce n'est pas possible. Moi, je sais qu'au muséum, je suis un ancien chercheur muséum, on m'a fait venir au muséum pour me dire « Mais Cynthia, inventez-nous les indicateurs politiques de la biodiversité. » Parce que quand on parle aux élus de la biodiversité, eh bien, il y a comme un bug. Et là, on les perd, quoi. Et on les perd très, très vite parce que conflit de temporalité, eux, ils sont élus dans 2 ans. Vous leur demandez de lancer un chantier sur la biodiversité. Dernière nouvelle, les plans ne votent pas. Ils sont vite... bon, donc l'enjeu, c'est voilà, comment on montre que... Mais la vérité du contrat social, c'est l'accès aux services écosystémiques. Et donc les services écosystémiques... Voilà, sauf que les services écosystémiques, c'est des temporalités différentes. Que nous avons fait un état de droit. Encore une fois, l'état de droit, c'est quoi? C'est un régime de séparation. Okay, séparation des pouvoirs, etc. Mais séparation des temporalités. On est fou d'être dans le seul temps court. Le temps court, il est nécessaire. Mais comme vous disiez, il est nécessaire à un endroit, le temps long, il est nécessaire à un autre. C'est-à-dire qu'on doit absolument réintégrer dans le process politique la question d'un autre temps. Alors, avant de passer la parole aux étudiants pour une première série de questions, tout de même, je ne peux pas m'empêcher, c'est le réflexe du journaliste politique peut-être, mais de vous interroger sur un domaine, une situation, une actualité qui est la nôtre tous ici en France, et de ramener à l'Hexagone ou à notre pays. Mais vous dites notre démocratie, et vous nous avez décrit ce par quoi elle pêche, ou là où elle est en difficulté. Le pays globalement a dit aux dernières présidentielles, on change. Mais il l'a dit de façon différente. Bon, finalement, c'est l'un des 3 grands qui incarnait le changement potentiel, un vrai renversement de table qui a gagné. Mais ça aurait pu être Marine Le Pen, peut-être. Voire à un moment donné, on a pensé que Jean-Luc Mélenchon serait peut-être au second tour. Bref, donc dans les 3 blocs qui ont voté pour ces 3 candidats, on peut considérer que globalement, il y avait une volonté de changer. Bien. Avec une dimension parfois qu'on traite un peu rapidement, que l'on qualifie un peu rapidement de populiste. C'est un peu méprisant d'ailleurs à l'égard de ceux qui peuvent choisir ce vote-là. Et puis... bon, il y en a un qui a gagné, très bien. Qu'est-ce que dit au moins ce moment, selon vous, de notre démocratie? Je ne vous demande pas de me dire si depuis Macron fait bien, ou si Mélenchon est le bon opposant, ou si Marine Le Pen est perdue. Enfin, c'est pas notre sujet, bien entendu. Mais comment vous analysez ce moment qui a été un moment très fort de démocratie, d'expression, de discussion, et en même temps dont on dit ça pointe quand même un certain nombre de faiblesses. On est passé au bord d'une victoire populiste. Comment vous l'analysez et qu'est-ce que ça implique pour la suite, à la fois pour ceux qui dirigent aujourd'hui, qui ne sont pas là, et ceux qui ont des responsabilités aussi comme dans l'opposition, parce qu'au fond, c'est notre avenir commun, c'est notre contrat à tous qui est en jeu. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que votre question, elle est très dure. Il y a plein de niveaux et moi, je suis lente et je parle trop. Alors, donc, je vais essayer d'aller vite. Donc, sur la question du... ça, quand même, je pense qu'on peut dire... On peut le remercier. Vous l'avez appelé le petit, c'est ça? Notre cher président? Le petit Macron. Bon, le jeune Macron. Le jeune Macron, on peut le remercier d'avoir soudainement permis
dans la morosité ambiante, dans la désaffection ambiante, de tout d'un coup rendre possible la possibilité quand même de mettre un grand coup dans l'univers rentier des partis traditionnels qui étaient devenus des régulateurs résolument. Les partis, c'est une chose fondamentale dans l'univers politique. Je ne suis pas du tout anti-parti, mais les partis, encore une fois, ça a plusieurs rôles. Et là, c'était devenu, moi j'avais appelé ça les partis jetables, des partis qui étaient seulement donnés à la conquête d'un seul minuscule sur une question d'intérêt propre, absolu, enfin, utilisant que des clivages bêtes pour précisément pas faire avancer, mais simplement tenir encore une fois un petit peu plus la rente. Donc c'était vraiment terrible. Donc pour le coup, je trouve ça assez bien que il y ait quelque chose d'un renouvellement. Alors on ne sait pas, effectivement, il n'est pas formé, il n'est pas clair, etc. Mais au minimum, il y a un phénomène d'autorisation que permet Macron, malgré lui peut-être, mais qui est assez intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est très drôle, c'est la controverse qu'on voit chez Macron et qui est drôle et qui montre à la fois là où on peut avoir de l'invention et là où on ne veut pas avoir de l'invention. Et c'est dommage, parce que de l'invention ou du bon sens, il a la réforme du droit du travail, elle a plein de problèmes, etc. Mais moi, je pense qu'elle fait un point, entre guillemets, quand même positif, c'est qu'elle libère les entrepreneurs d'inventer une régulation. Encore une fois, moi, je suis très, très attachée à une certaine forme d'interventionnisme public, étatique. Je pense que c'est un grand régulateur, c'est un arbitre, c'est très important. Mais en même temps, si vous voulez, la vérité de l'indétermination qui est la nôtre, la spécificité voilà, il faut simplifier et il faut encore une fois que les collectifs que forment les entreprises viennent et puissent investir, je pense, ce territoire qui est celui pas simplement du seul profit, donc c'est là le pari, mais qui sont un rendez-vous plus sociétal. Et ça, il tente de le faire, etc. Très très drôle de voir que par ailleurs, le rendez-vous avec les collectivités territoriales, alors, va te faire voir, c'est très drôle. Et son truc jupitérien, c'est très mignon, mais c'est totalement anachronique. Donc on voit que c'est très très drôle, ce lâcher-prise très intéressant, dynamique, endogène sur le territoire des entreprises, etc. Et alors par ailleurs, on retourne à un bonapartisme ridicule, néo-thatchérien, enfin ridicule, sur la côté de tiens, quel lien avec les futurs districts européens, parce que bien évidemment, c'est pas l'État qui va tout faire, c'est les régions il faut les faire monter, il faut les aider, etc. Il faut transférer des moyens. Et puis voilà, le seul point où là, en revanche, parce que c'est comme ça, l'incarnation est quelque chose qui marche bien et notre président est glamour et donc voilà, hein, moi je pense que c'est aujourd'hui en tout cas c'est un point de fait important. À l'international, il incarne quelque chose. Il a été repéré et donc voilà, donc on va dire que pour l'instant le côté jupitérien qui pour moi est assez anachronique peut fonctionner dans les grands raouts internationaux, si vous voulez. Enfin, c'est un peu léger, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas les grands raouts internationaux qui font avancer la vraie régulation. Donc, voilà. Bon, et puis par ailleurs, je pense qu'il y a un énorme chantier qui est l'État social, et que là, pour le coup, ce n'est pas assez lisible. On voit très très bien ce qui bouge sur la flexibilité, etc. On voit beaucoup moins ce qui bouge sur la sécurisation des parcours, l'individualisation des parcours. C'est à venir, hein, quand même. Mais enfin, voilà. Bon, alors, c'est ce qui est annoncé. C'est pour ça que moi, je ne m'amuse pas à aller plus vite que la musique. Et puis, il y a une telle, quand même, difficulté à vivre. Je veux dire, la France est quand même très, très, très scindée. Il y a vraiment énormément de précarisation, donc voilà, donc là, il faut que ça fonctionne. Hein. Moi, je suis pas du tout, mais bon, donc il se joue quelque chose, je trouve, possiblement, il y a quelqu'un qui visiblement est capable de comprendre ces nouvelles gouvernances tripartites, quadripartites. Jusqu'où c'est de la communication, jusqu'où c'est quelque chose qui est vrai, ça je ne sais pas, parce que je suis pas proche de Macron, donc je ne suis pas capable. J'en discutais avec Jean Viard, qui lui est vraiment intégré dans le process, et il me disait non, ça arrive, il a bien conscience de ça, machin et tout. Bon, alors on va faire confiance à Jean Viard.
Jean Viard, qui est un sociologue, un grand sociologue français, et qui est obsédé aussi par cette question de l'État social. 3 questions immédiatement venant des étudiants qui ont préparé. Aurore Dandois de Dauphine, Samuel Pilzer de Polytechnique et Benjamin Ceinturel d'HEC, pour commencer. Donc Aurore, s'il vous plaît. Alors, merci pour ces premiers commentaires. Fort, dans le micro. Ok. J'aurais une question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait sauver la démocratie française plutôt que de créer un nouveau modèle global ou mondial ou qui dépasserait justement tous les risques que vous avez identifiés jusqu'à présent? Voilà. Question. Vous avez parlé du rôle des partis et de la dialectique que dessine Macron. Que pensez-vous de l'intérêt d'avoir des corps intermédiaires dans une démocratie moderne? Deuxième question. J'aimerais revenir en fait sur votre ouvrage Les pathologies de la démocratie. Vous distinguez donc la démocratie naissante 2005 et qui est fondateur pour Cynthia Fleury. Oui, et la démocratie adulte. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une aggravation des pathologies de la démocratie qui ferait qu'on serait arrivé dans un âge de la sénilité et on aurait dépassé encore l'âge adulte de la démocratie? On est reparti pour 1 heure. Voilà. Alors, sur la première question, c'est une question clé. C'est une question clé pour... Je reviens tout à l'heure quand j'ai expliqué que les États-nations étaient à la fois inefficaces, de fait, sur des questions inefficaces seuls, bien évidemment, dans un process exclusif les uns des autres. À partir du moment où les États-nations se mettent ensemble pour régler un problème qui est transnational, ils ne sont plus inefficaces. Mais ils sont légitimes. Et je pense qu'il faut bien comprendre ça, que les États-nations aujourd'hui sont légitimes démocratiquement et que c'est un cadre essentiel de confiance et de compréhension, de traçabilité du geste démocratique. Sauf que vous avez on va dire une dissociation forte, qui n'était pas celle-ci il y a encore 30, 40, 50 ans, entre la légitimité démocratique et l'efficacité démocratique. L'efficacité démocratique, aujourd'hui, elle se travaille à d'autres échelons. Bon, elle se travaille à un échelon parfois local, c'est une bonne chose, il est connivent avec la démocratie, mais parfois à un échelon, on l'a dit, transnational, et là, ça coince. Ça coince parce que les États ne veulent pas s'arranger, etc. Donc comment vous réduisez ce hiatus entre la légitimité et l'efficace? C'est ça qu'on doit inventer en philosophie politique, et nous tous. Bon. Là où je ne suis pas d'accord, entre guillemets, avec le présupposé léger de votre question, c'est que je pense qu'au lieu d'aller vers une démocratie mondiale, moi je me souviens, je vais toujours faire ma question, on est filmé ou pas? Oui, on est filmé. Ah merde, mais... bon alors je peux pas le dire. Bon alors, bref, pourquoi? je discute, parce que j'allais nommer quelqu'un et dire quelque chose que... Bref, alors... Bon, alors, c'est pas grave. Quelqu'un... Un personnage très important, bon bref, quelqu'un, un jour, très simple, il me dit oh, mais c'est très très simple ce qu'il faut faire, genre sur la gouvernance mondiale, c'est très très simple, on prend tous les grands, les grands organismes internationaux, l'ONU, le machin, le FAO, le truc, donc déjà je me disais, ok, on met tout ça ensemble, on fait un conseil genre le conseil nocturne platonicien, mais en haut quoi. Et donc je dis ah oui d'accord, oui je vais mettre un certain temps quand même. L'OMC, le machin, les trucs. Pourquoi on divise tout, on met tout en même moment, mais ok. Donc genre un grand conseil de gouvernance mondiale et qui va appliquer la grande démocratie mondiale. Bon, moi je pense pas du tout que ce soit possible et je pense que structurellement c'est. Alors je ne parle même pas dans la question du comment on fait pour faire ça déjà. Mais même intellectuellement, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut rematérialiser la gouvernance mondiale. Et je pense qu'il faut faire descendre dans les parlements nationaux, qui sont les seuls parlements identifiés par les États-nations, je pense qu'il faut faire descendre la voix du monde. Je le dis de façon métaphorique, mais pour que vous compreniez que c'est pas on monte encore, et on fait un énième parlement des élites supramondiales de je ne sais quoi, on ne sait plus qui est, machin et tout, mais on fait descendre dans les parlements nationaux, on donne un quota dans les parlements nationaux à des parlements qui sont extranationaux, et on fait voter sur des enjeux qui sont des enjeux transnationaux, pas encore une fois sur la semaine des 4 jours, pas sur la régulation de la petite entreprise française.
Non, ça reste national. Mais sur des grands enjeux immigration, sur des grands enjeux énergétiques, sur des grands enjeux sécuritaires, etc., on fait voter effectivement un groupe qui représente peut-être 20%. Alors comment on fait ? Parce qu'il faut. C'est quoi le mode de recrutement demain de ces élus qui sont internationaux et pas nationaux ? Ben c'est ça l'enjeu de la nouvelle gouvernance. Ça veut dire qu'il faut faire. Alors si on fait ça avec les Européens, peut-être avec un pays, 2 pays, 3 pays, 4 pays, et on fait un premier cercle qui est à la fois en respect des États-nations européens et puis en même temps qui fabrique un peu de fédéralisme sur des questions de défense, etc., etc. Pour moi, c'est ça. Parce que les 20%, s'ils votent seuls, de fait, ben, ils sont insuffisants. En revanche, ben, s'ils viennent se rajouter à un groupe, ça bascule. Et ça bascule et ça crée déjà un niveau de maillage avec un échelon qui est transnational. Donc pour moi, c'est plutôt ça, si vous voulez, les nouvelles combinaisons liées à la gouvernance mondiale, c'est quelque chose qui utilise le national au lieu de le nier. Parce qu'encore une fois, il est traçable, il est reconnu, il est incarné, et c'est ça la démocratie. C'était un exemple, hein, mais bon. Non, mais dans l'ancien régime, les corps intermédiaires qu'étaient les professions, étaient dans le tiers-État, c'était une façon de faire exister le tiers-État. Chez nous, dans la démocratie post-révolution, ils ont pris une autre place. Les syndicats sont venus s'y associer. Votre camarade polytechnicien vous interroge sur les corps intermédiaires. Est-ce que c'est contradictoire de leur redonner de l'importance dans un contexte où vous vous appelez presque à un parlement mondial? Non, du tout. Donc, quelle place ils ont alors? Les corps intermédiaires, ils sont essentiels. Ils sont essentiels parce qu'encore une fois, là aussi, ces dernières années, on a redécouvert que tout ce qui concerne l'émancipation individuelle, lorsqu'elle est dissociée de l'émancipation collective, ça ne marche pas. Donc, de toute façon, là aussi, les corps intermédiaires, ils sont porteurs d'une régulation. Mais c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois... Moi, je fais monter un niveau d'individuation que je pense qui doit être plus fort, plus important, etc. Mais ce n'est pas, si vous voulez, antinomique du maintien des corps intermédiaires. C'est quelque chose, encore une fois, on rentre dans un monde qui combine des éléments plutôt que de les effacer, etc. Là encore, je l'ai dit souvent, mais moi je viens d'un territoire, je fais ma thèse sur les schèmes de la Renaissance. Et je le redis parce que je ne viens pas du territoire des Lumières. Bien sûr, je viens du territoire des Lumières. Machiavel, c'est pas mal, quand même. Mais il y a tout l'univers de Machiavel, mais il y a tout l'univers, si vous voulez, de combinatoire qui est celui de la Renaissance. Et bien évidemment, on rentre dans ce niveau-là aujourd'hui, non seulement sur différents échelons qui, au départ, étaient absolument antinomiques en termes de normatifs, de défis normatifs, et qui aujourd'hui doivent travailler ensemble, la ville, bien évidemment l'État-nation, mais aussi des très très grandes associations de type lanceurs d'alerte transnationales, alors que ils sont représentatifs, c'est pas aussi clair, etc. Des grandes multinationales. Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est la sécession sur l'impôt. C'est le non-consentement à l'impôt de quantité de grands acteurs privés. Ce qui fait du mal à la démocratie aujourd'hui, il n'y a pas d'État-nation s'il ne rentre pas l'impôt. Et de fait. Et donc, comment demain vous remettez les États-nations face à ça et dans une capacité de capter l'impôt de façon correcte, digne, pas délirante non plus, parce que voilà, mais en même temps de façon réelle. C'est ça les questions pour moi de la philosophie politique et de la préservation de l'état de droit. Et sur les aggravations pathologiques, alors je dirais très rapidement. Qu'est-ce qui est le plus grave aujourd'hui? La pathologie qui s'est aggravée depuis votre constat il y a 12 ans? Par rapport à il y a 12 ans, c'est très clair, c'est le constat de Zuckman, de Piketty, de ceci, de cela, c'est-à-dire véritablement une dérégulation totale, une financiarisation de l'économie qui fait que l'économie n'est plus ce qu'elle est. Je vous rappelle que oikos, c'est la racine de l'économie, c'est-à-dire que c'est quand même la gestion de la maison, du foyer, sous-entendu de l'habitat pour l'homme. Or, nous avons une économie qui précisément fait des déplacés, c'est pas neutre, fait des déplacés, des réfugiés climatiques, les subprimes fait en sorte que plus personne ne peut vivre dans sa maison. Donc, on a une économie qui empêche d'habiter le monde. Mais, pardon, on entend ce discours, ce constat
que beaucoup partagent et que Marx en partie avait annoncé, qu'aujourd'hui on finit par rémunérer véritablement dramatiquement mieux le capital que le travail. On est à un seuil qui fait qu'on fait plus de riches tous les ans, qui possèdent plus encore que... Très bien, mais au-delà du constat, pour l'instant, quoi ? Qui propose quelque chose de concret, supranational ou non, qui permette d'enrayer ça ? Vous savez très bien que si Sarkozy, pour ne citer que lui, ou Hollande, on n'en parle même pas, ont tenté d'instaurer une taxe, par exemple, sur les dividendes. Oui. Et à chaque fois, la France est reléguée. Oui. C'est très compliqué d'aller contre cette tendance. Comment ? C'est très compliqué parce que précisément, ça vise généralement un échelon qui est très macro, et donc c'est pas simple. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut faire de l'entrisme et travailler avec des échelons qui sont plus petits et qui, alors bien évidemment, les territoires sont beaucoup plus petits, mais en même temps, c'est aussi avec des pionniers que vous venez transformer. Il faut attraper la chose par les deux endroits. Et puis après, je vois pas bien comment, si vous voulez, regardez les grands systèmes l'air de rien de régulation. Souvent, c'est voilà, nous, qu'est-ce qu'on a fait à la Révolution française ? L'État, qui était lui-même spolié, a spolié à son tour. Donc, si vous voulez, la régulation jusqu'à présent, on l'a toujours faite par la catastrophe. Donc, c'est pas simple, puisqu'aujourd'hui, on refuse, et à juste titre, d'aller pour remettre de la démocratie, d'utiliser quelque chose qui est antidémocratique. Bon, donc résultat, on met un temps beaucoup plus infini, mais en même temps, on peut utiliser des vieilles techniques qui flirtent avec l'antidémocratie et qui s'appellent le name and shame et des choses comme ça. Si vous regardez juste, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même le moment là aussi. Regardez Balance ton port. Bon, vous regardez MeToo, etc. C'est compliqué à expliquer que c'est régulateur. Et pourtant, je pense que c'est régulateur. Vous êtes favorable, par exemple, au hashtag et à la formule même Je suis à la même fois... si on est au bord de la dénonciation calomnieuse je parfois. suis absolument, comme tout le monde, devant le phénomène de déjudiciarisation avec lequel ça flirte. Si on a envie de hurler à... C'est pas possible. Le ad hominem de la charge de la preuve inversée, etc. Pareil, etc. Donc on est tous conscients de ça. Et pourtant, ce qui va se jouer sur un terme un tout petit peu plus long, je pense que ça sera... Je pense que ça sera au final quand même régulateur, parce qu'encore une fois, c'est tout d'un coup de mettre... De finir par mettre un nom sur quelque chose qu'on n'osait pas nommer réellement, en fait. Oui, mais surtout de démontrer, parce que ça, on a toujours nommé. Donc, c'est pas ça mais on n'a jamais sanctionné. Et sanctionner là où ça fait mal. Et sanctionner là où ça fait mal, aujourd'hui, c'est dans un univers de la réputation, comme disait Machiavel, c'est-à-dire qu'on attaque véritablement une image. On sait que dans ce monde d'autoréférentialité, l'image, c'est bien évidemment le capital visible, comme dirait Nathalie Hennig, et que donc ça se traduit très très vite en pièces sonnantes et trébuchantes ou qui trébuchent moins. Et donc, voilà. Et donc, de fait, il y a un effet régulateur autre et que je trouve dysfonctionnant, mais qui pourtant fait que, oui, il y a quelque chose qui va se jouer peut-être plus vite que la énième campagne sur les violences sexistes, mon Dieu, et les hommes maquillés. Et d'ailleurs, les hommes maquillés qu'on retrouve, c'est les mêmes qui harcèlent. C'est marrant, non, j'arrive, mais c'est quand même ce qui s'est passé, ces derniers temps. Donc, si vous voulez, c'est pas... Voilà, la régulation, c'est quelque chose de pas tout à fait simple. Deux questions. Jérémy Ledevant, futur ingénieur physicien de SCPI, et de HEC, Mathis Batoul. Jérémy, votre question. Oui, alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin de plus de collaboration, d'un mode plus collaboratif de participation des citoyens. Et comment donner envie aux citoyens de plus participer quand on voit certaines situations où ce qui est exprimé par les citoyens n'est pas écouté par les pouvoirs publics, notamment certains référendums où le résultat n'est pas respecté. Merci. Mathis. Ma question rejoint un peu celle de mon camarade. Vous parliez tout à l'heure de faire descendre la gouvernance mondiale à des échelles nationales et plus locales. Et du coup, j'aimerais vous interroger sur le constat qui est fait par
plusieurs sociologues, par exemple Guilly en France ou Christopher Lasch aux États-Unis dans les années 90. Mais ne pensez-vous pas que la crise démocratique aujourd'hui est la traduction d'un antagonisme entre les élites politiques et économiques qui souhaitent imposer un modèle à une autre partie de la population qui ne le souhaite tout simplement pas? Oui. Surtout quand elles organisent un référendum qu'elles ne respectent pas. C'est presque la même, mais en tout cas, elles ont une cohérence, ces deux questions. Je vais passer la parole ensuite au public, mais je vous laisse d'abord répondre. Oui, et puis moi j'aurais éventuellement aussi peut-être qu'on dira quelque chose, oui, non pas une question, mais peut-être qu'on dira quelque chose de l'alliance pouvoir public, entreprise, et voilà. Parce que là, ça va être une triple déception pour nos amis qui, non seulement n'ont pas tous les invités. Voilà, tous les invités, ceux qui étaient censés parler, mais en plus, ils n'ont pas le sujet sur lequel on était quand même un peu. On y était quand même un peu. Parler. Donc, alors, oui, alors, je comprends, si vous voulez, je suis toujours un peu ennuyée, moi, avec ces histoires de comment on donne envie et tout ça. Je suis psychanalyste, alors, si vous voulez, tu te débrouilles, comme dit l'autre, tu vois, tu te débrouilles et on n'est pas là pour donner envie. Il faut rappeler que, si vous voulez, là aussi, je l'ai trop souvent dit, je me répète, on ne devrait pas faire autant de sessions publiques, mais c'est tellement, hélas, important. La démocratie, ce ne sont pas des droits. La démocratie, ce sont des conditions de possibilité pour avoir des droits. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ça pour comprendre ce qu'est une démocratie. Donc, il y a une solution de continuité entre la démocratie et les droits. Et cette solution de continuité, c'est précisément les mouvements sociaux, l'association, le fait que vous ayez envie ou pas envie, mais que vous bougiez les fesses, etc., etc. Donc, si vous voulez, tant qu'on ne saisit pas ça, la démocratie meurt. Elle est anthropique, naturellement, donc elle est un système humain, et donc elle dysfonctionne naturellement. Tocqueville avait une très très jolie formule pour dire ça. Voilà, la démocratie, un peu churchillienne avant l'heure, ce sont des bons principes qui donnent des effets pervers, donc c'est quand même désagréable. Ensuite, le fait de dire qu'en démocratie, un principe devient une passion, donc là aussi ça dysfonctionne, etc. Donc tout ça, c'est une entropie quasi structurelle de la démocratie qui fait que vous devez, voilà, tenir l'autre bout. Et cet autre bout, c'est effectivement par une implication forte, bien sûr, une rénovation des institutions, tout ce que vous voulez, mais aussi par un engagement citoyen fort qui vient provoquer, faire de la désobéissance civile, faire des lanceurs d'alerte, faire de l'innovation à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Aujourd'hui, si vous voulez regarder des phénomènes où des associations travaillent avec des entreprises, accueillent des migrants, font une université populaire, etc., vous allez regarder la gestion des commons au grand voisin à Saint-Vincent-de-Paul, avec le fait que tout d'un coup, sur un territoire temporaire, 5 ans, alors ça peut être la même chose sur une friche, etc., mais enfin là... c'est un hôpital en déshérence pour l'instant, mais pendant 5 ans, avec un type de foncier très particulier, des règles, etc., vous avez tout d'un coup un écosystème qui fait vivre quantité de gens et en même temps qui accueille 850 migrants qui dorment là tous les soirs au grand voisin, sans que personne ne bouge, aux dernières nouvelles. Donc c'est ça, si vous voulez. Donc c'est ces espèces de îlots comme ça, demain, où s'inventent, et à la fois il y a des entreprises, il y a des associations, etc. Donc à la fois il y a des gens qui sont plutôt sur un rapport assez économique tradit, et puis d'autres au contraire qui sont dans du non-profit. Et tout ça travaillent ensemble. Bon, donc c'est ça que je trouve assez, entre guillemets, assez innovant. Et ça, c'est une manière de faire de la politique sans être politicien, ou etc. C'est une manière véritablement... Bon. Donc, si vous voulez, quand voilà, tout ça pour vous dire que, quand notre voix n'est pas respectée dans un référendum, la seule manière de lutter, c'est, de le dénoncer, 2, de relancer et d'inventer
des systèmes de votation qui viennent renforcer cette question référendaire. C'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui d'utiliser le net, d'utiliser la voie pétitionnaire, d'utiliser Nuit debout, que sais-je. Donc c'est possible, si vous voulez, de faire remonter quand même une parole qui vient expliquer à quel point l'État est déficitaire dans le respect de la souveraineté populaire, déjà. Ça. Et puis par ailleurs, c'est possible aussi de faire de la politique de manière très concrète, différemment. Et donc d'aller investir un terrain qui est plus associatif, qui est plus maillé avec les entreprises, etc. Donc je veux dire que pour celui qui, entre guillemets, veut faire, c'est totalement possible aujourd'hui de faire bien et de faire quelque chose qui transforme. Donc, je pense voilà, qu'il faut aller plutôt de ce côté-ci, et puis en même temps de faire ce travail de dénonciation classique, mais qui est insuffisant. Et là, c'est insuffisant. Et on peut transformer malgré la tentative régulière, en tout cas souvent perçue comme ça, par les peuples ou par certains peuples, le Brexit par exemple, d'une élite qui de temps en temps voudrait imposer ou qui régulièrement voudrait imposer un modèle qui n'est pas celui... oui, malgré tout, on peut... Si vous voulez, normalement, le problème, si vous voulez, c'est que quand on fait du commons, quand on utilise cette gestion des commons, etc., c'est précisément pour empêcher qu'une élite, entre guillemets, vienne imposer un système régulateur. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, un commons? C'est un accès à des ressources et puis une gouvernance pensée par les parties prenantes qui va gérer ces ressources. Ça, c'est un mode de gouvernance, si vous voulez. Donc, généralement, je ne sais pas, moi, alors, vous avez des commons partout aujourd'hui, dans des territoires ruraux, dans des territoires urbains, et ils ont des gouvernances très différentes. Donc, si vous voulez, la manière, encore une fois, c'est de la combinatoire. Vous allez avoir des grands gestes un peu comme ça, à l'ancienne, centralisés, avec une conception plutôt statutaire de l'intérêt général, plutôt portée par l'État, mais qui en fait brassera les grandes lignes. Et puis après, vous avez de la décentralisation et de l'endogène qui, lui, en revanche, attrape le truc et avec les agriculteurs locaux travaille ceci, cela, mais aussi avec un peu de normes, parce que vous ne pouvez pas faire, encore une fois, le commons, c'est pas, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est pas que des intérêts privés qui s'organisent entre eux. C'est pas ça un commons. Un commons, c'est comment chacun conçoit l'intérêt général, bien évidemment en partant un peu de là où il est. Bon. Mais c'est pas pareil. Vous voyez, c'est pas pareil, parce que ça veut dire que ce que l'on fait peut devenir éventuellement modèle par rapport à la question nationale. Donc, par exemple, le droit à l'expérimentation qu'on sous-investit. On a un droit d'expérimentation dans notre Constitution, il est très important. Le droit d'expérimentation, c'est pas vous, toi et moi, on s'organise, on a une super idée et on va faire du droit d'expérimentation. Non, c'est toi, ok, c'est les mêmes, mais qui se posent la question de l'intérêt général ensemble, à partir bien évidemment de leur spécificité, mais avec une obligation de, comme on dit en philosophie politique, de monter en généralité. Donc c'est un niveau normatif c'est là où c'est pas simplement libéral au sens où on fait de la confrontation d'intérêts particuliers. C'est pas ça le commons, c'est un niveau, c'est un cran au-dessus. C'est ça qu'on doit inventer, si vous voulez. C'est-à-dire véritablement quand même comment nous participons de la régulation, de l'intérêt général, tout en prenant en compte une spécificité qui est aussi un peu la nôtre. Je suis agriculteur, je défends ceci, mais quand même je m'oblige à lâcher un truc qui de fait ne va pas directement avec mon intérêt. Vous voyez bien qu'on est déjà évidemment entré largement dans le sujet qui était la thématique de ce débat, avec vous, mais aussi Jean-Paul Delevoye ou Pierre Coppet, qui était citoyens, entreprises, pouvoir public, comment ensemble le triptyque produit, invente des solutions nouvelles. Voilà. Et les questions vous y ont ramené. Je voudrais que le public puisse vous interroger aussi maintenant, et ce sera l'occasion pour vous, à la fois tout en répondant aux questions, de venir sur ce que vous avez anticipé, réfléchi. Alors, madame ou mademoiselle, là-bas, attendez, non, sans micro, ça ne marchera pas, parce qu'on enregistre, et parce que aussi, s'il vous plaît, ce serait bien de descendre un micro à cette dame, ici, s'il vous plaît. Voilà. Et puis ensuite, voilà, merci beaucoup. Allez-y, donc c'est ce micro-là, allez-y madame, allez-y.
Non, l'ingénieur du son va vous ouvrir le micro. C'était un micro des étudiants. Oui, on va prendre plusieurs questions, oui, en effet. Merci. Alors, j'adore absolument tout ce que vous dites, je lis vos livres, etc. Mais honnêtement, je suis à un moment où je m'interroge, en fait, je me demande quel va être le point de rencontre, en fait, des intérêts convergents, parce que j'ai l'impression que depuis trop longtemps, chacun regarde dans une direction différente. C'est-à-dire les États, de par leur défaillance, ont donné de plus en plus de pouvoir à des entreprises. Et il y a quelques mois, j'ai été à une conférence dont le titre était « Est-ce que les multinationales sont plus puissantes que les États ?» Et la question est légitime. Voilà. Les salariés, à travers leurs entreprises, développent également des rapports complexes, c'est-à-dire l'entreprise... j'allais dire s'inscrit dans une dynamique de performance financière, le salarié dans un épanouissement personnel, et donc les deux se détournent, et donc chacun à son niveau essaye de faire ce qu'il peut, tout en courant. Après, on ne sait plus trop quoi. Finalement, on prend une entreprise comme Google, elle fait de l'évasion fiscale, et en même temps, ils ont des programmes d'attention aux autres, ils font de la philanthropie. Donc comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Parce que je ne sais plus, moi. Pardon, vous êtes étudiante, vous êtes un mot. Je suis chef d'entreprise et ma mission, c'est de réinventer la valeur travail en France. Voilà, c'était pour vous présenter d'abord. Une autre question, est-ce qu'il y a dans le public, ici, monsieur, jeune homme là-bas, tout à fait en haut. Voilà, manifestez-vous clairement pour que... présentez-vous d'un mot et votre question au témoignage. Bonjour, je suis Jo-Dominique Paul, je suis consultant et j'ai eu la chance de discuter avec Cynthia lors de la conférence S3 Odéon. Je vous avais posé des questions et ma question aujourd'hui c'est par rapport à quelque chose qui fait mal même aujourd'hui, c'est la corruption. Même si c'est une question embêtante, je vous pose cette question pour avoir votre avis de philosophe sur la question de la corruption. Oui, ça fait partie des éléments transnationaux qui interpellent et bafouent l'état de droit, les États-nations. Est-ce qu'il y a une troisième? Madame, ici au premier rang, ce sera la dernière, peut-être, question venant du public pour cette rafale-là, si vous voulez bien. Ici, madame, derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia Ricard, Institut océanographique Paul Ricard. Ma question s'adresse un petit peu à la capacité de résilience de démocratie devant l'accélération de la connaissance. Par exemple, si on prend l'exemple du climat, c'est éminemment supranational. On voit que les acteurs non étatiques essayent de prendre de plus en plus de place dans un organisme de gouvernance un peu spontané qui s'appelle les COP. Comment est-ce qu'on peut préserver une démocratie avec une telle accélération d'acteurs, de connaissances, de changements, d'exaptation à un nouveau monde, quoi. Docteur. Merci. Comment réconcilier tout ça? La connaissance, la corruption, Alors vous allez dire que je vais botter en touche, et pourtant je ne vais pas botter en touche. Mais si vous voulez, je pense que ce n'est pas une question, en fait. La réconciliation? Oui. Donc c'est... bon, je ne sais pas comment expliquer ça sans décevoir davantage, mais je pense que viser la réconciliation, on va le dire comme ça, viser la réconciliation me paraît être une erreur méthodologique, je vais le dire comme ça. Et que donc c'est une question qu'il faut laisser. Et que précisément, presque aujourd'hui, on utilise presque cette question pour empêcher l'avènement d'autres choses. D'abord parce que, si vous voulez, il faut être, je pense, humble devant la complexité de ce monde. C'est-à-dire que, encore une fois, même si on pense faire ce qu'il est possible, la vérité des éléments, les combinatoires, les équations des uns, des autres, etc., c'est extraordinairement compliqué de savoir si, tiens, ça va se penser selon le modèle, ça me paraît improbable. Bon. Et donc, c'est une question, je pense, qui est... Voilà. En revanche, ce qui est possible aujourd'hui, il faut travailler avec le possible. Voilà. Et il faut travailler avec des échelons que vous pouvez attraper à votre niveau. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ces échelons eux-mêmes peuvent s'attraper ensemble, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc, les réseaux d'implémentation, on va appeler ça comme ça, c'est pas très joli. Mais aujourd'hui, vous pouvez les créer. Vous, à partir de là où vous êtes, vous pouvez créer un réseau d'implémentation.
sur une question qui est importante. Vous avez l'impression que c'est microscopique et pourtant c'est important. D'abord parce qu'on pourra valoriser et utiliser, comme disait Manuel Castells, qui est un grand sociologue des réseaux, il avait cette expression sur mass self-media. C'est-à-dire qu'on était dans un monde où on pouvait utiliser les médias de masse, en gros, en défendant quelque chose qui part du self, qui part de soi. C'est énorme, hein. Ça n'a jamais été. C'est un moment inédit. Vous voulez travailler sur la question du handicap, vous pouvez quasiment attraper un échelon, enfin pas quasiment, vous pourrez attraper un échelon international. Il faut vous bouger, hein. Bon. Ok, c'est plus de compétences, c'est plus dur, ça prend plus de temps. Et donc ça, c'est plus difficile. Ça, on est tout à fait d'accord, mais c'est possible. Donc, il ne faut pas se tromper sur la problématique. La problématique, c'est pas possible, c'est que c'est difficile, ça demande du temps, et qu'à un moment donné, on va se poser la question de la durabilité de cette régulation, c'est-à-dire, là aussi redit, c'est modélisation économique de tout ça. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous ne travaillez pas. Je parle économiquement parlant. Vous travaillez énormément, mais pas pour votre entreprise ou pas pour votre administration ou pas. Et donc à ce moment-là, comment vous faites pour manger? Qui vous paye ça? Et c'est la question du revenu contributif ou du revenu citoyen, ou ce que moi j'essaye de défendre à un autre niveau, les temps citoyens, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des heures qui sont payées par votre supra-organisme, mais en revanche, ces heures, vous pouvez les dédier à précisément cet univers d'implémentation qui part de vous, ou vous-même vous vous greffez sur un univers d'implémentation qui est plus grand que vous, etc., etc. Moi, je pense que ça, non seulement c'est important de le faire, j'ai appelé ça l'irremplaçabilité, que c'est possible de faire. Je ne dis pas que c'est obligatoire, donc personne n'est... Voilà, on n'est pas dans la liberté des anciens où, en gros, tout le monde doit aller le couteau sous la gorge, s'occuper des affaires publiques. Non. Mais en revanche, pour ceux qui le désirent, et il y en a, il faut le faire, et il faut comprendre en revanche que ça devient une compétence, que ça devient du temps, et que ça devient en gros 30% de votre vie. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas idée, si vous voulez. 30% de votre vie dédiée à un moment donné, la création d'un réseau d'implémentation sur une question qui est importante. C'est quand même d'autres modèles de vie, hein, donc il faut réfléchir à ça. Et moi, je crois beaucoup à cela, beaucoup à votre niveau personnel, mais aussi avec l'entreprise qui est la vôtre et qui va rentrer dans un réseau plus grand. Aussi, moi, mon écosystème, c'est plutôt celui des universités, c'est les chaires à l'hôpital, puisque je dirige, une chaire effectivement à l'hôpital après avoir également mis une autre chaire ailleurs. Bon, et donc c'est le réseau des hôpitaux, du soin. Donc chacun à son univers là, mais ça veut dire qu'il doit prendre conscience, si vous voulez, qu'il est quand même, il a un potentiel régulateur. Et ce potentiel régulateur, il est extraordinairement sous-estimé. Et pour moi, l'état de droit doit former ces potentiels régulateurs, doit les accompagner, doit les pérenniser, et doit leur faire comprendre la modélisation collective dans laquelle il s'insère, etc., etc. Je suis trop lente, pardon. Pardon, mais il y a un lien avec la question de Madame, parce que même dans un contexte où la connaissance notamment, mais pas uniquement, qui est de plus en plus importante, rend les systèmes d'organisation, de gestion, de gouvernance de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués, et donc de plus en plus difficiles à gouverner, à décider. Oui, alors... La question qui était posée là, qui est de fait très compliquée, c'est le problème des compétences, et le problème du fait qu'on est à la fois saturé d'informations et en même temps on voit que quand vous regardez le GIEC, c'est hallucinant. On a quand même un outil extraordinaire, en apparence régulateur, je veux dire, avec une donnée scientifique partagée, argumentée, ouverte, etc. Et il n'y en a pas un qui écoute. C'est drôle. Non mais alors là, c'est vraiment psychanalytique. Bon, mais pourquoi? Mais parce que ça s'explique. Ça s'explique. Cliniquement, ça s'explique très très bien. Pourquoi on ne veut pas comprendre ce que nous raconte le GIEC? C'est mortifère. D'abord, parce qu'il faut changer, donc il faut tout transformer, et que c'est révolutionnaire, et qu'en fait, on est des vrais conservateurs, les uns et les autres. On n'a aucune envie, en tout cas quand on vit pas trop mal, de changer quoi que ce soit à cette histoire, et que l'ajustement sur autrui, en tout cas dans nos sociétés, il y a encore quelques années,
déconner. Hein. Donc, si vous voulez, c'est vrai, si on veut être désagréable, allez, il y a encore 2 générations, c'est pas nous. Et donc, c'est comme ça. Quand ils seront vraiment au pied du mur, avec la possibilité, eux, d'être des réfugiés climatiques, ben là, ça va se bouger un peu. Mais c'est terrible, ça sera encore de la régulation par la catastrophe. Et voilà. Mais on va vers ça, parce que c'est comme ça. Donc, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas que, si vous voulez, moi, je ne suis pas d'un naturel optimiste. Je suis d'un naturel... comment dire... lucide. Oui, puis fataliste. Oui, enfin, je ne sais pas bien ce que je suis, mais en gros, si vous voulez, je perçois vaguement, si vous voulez, des postures, des dynamiques dans lesquelles il faut aller. En revanche, je ne le fais pas parce que je pense que ça va gagner, si vous voulez. J'ai fait un livre qui s'appelait La fin du courage. Je le fais parce que je pense que c'est plus régulateur. A priori, sincèrement, c'est pas sûr que non, a priori non. A priori, on va perdre. Voilà, vous la faites comme ça, c'est plus rapide. A priori, je pense ça va pas marcher. Et alors, so what, hein, what else, comme dirait l'autre. Hein. Bon, mais alors, il y a une interpellation sur la corruption qui est plus large que le simple. Oui, parce pareil. On pourrait... La corruption, si vous voulez, c'est une vérité qui est là, qui est structurelle, qui en plus, au niveau les élites qui sont les nôtres, sont extraordinairement entrelacées aussi avec des faits de corruption plus ou moins passifs jusqu'à actifs. Donc, voilà, là encore, ce sont des batailles structurelle, permanente, incessante. Ce que je sais, si vous voulez, c'est que si vous lâchez sur la nécessité tous les jours de vous poser la question de la corruption, vous perdez tout de suite. Et si vous ne lâchez pas tout de suite, vous perdez éventuellement plus tard. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Oui, je suis désolée, hein, mais c'est pas grave. Mais je vous ai dit, il faut être humble hein, dans le process. La pensée d'un Machiavel à la Renaissance, c'est celle de l'analyse du comportement du prince. Non, mais c'est la combinaison. Mais ça a donné le meilleur et le pire. Et c'est un combat qui n'a pas cessé, qui ne cessera pas de l'histoire de l'humanité. Maintenant, la question que nous nous posons là, c'est comment, quand même, ces 3 grands piliers que sont le citoyen, l'entreprise et les pouvoirs publics, trouvent des solutions. Alors, vous venez de nous en citer une. Vous avez réfléchi sur cet aspect précisément. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre que par exemple, cette idée fondamentale, hein, qu'on peut agir individuellement, monter un réseau, monter une zone d'influence et avoir un résultat. J'aurais été drôle si Pierre Coppet était là. Parce qu'on a eu ce débat avec Pierre Coppet, mais je ne voudrais pas mal le restituer. Mais pour vous montrer que à la fois ça bouge au niveau microscopique pour certains et en même temps ça bouge quand même, oui, je pense, ça incite quand même à des ruptures de paradigme. Pierre Coppet, c'est Vinci. Et Vinci Autoroute. Vinci Autoroute en l'occurrence, mais bon, plus globalement, Vinci... la construction, voilà, le bâtiment. La construction, un fleuron français, etc. Et puis, bien évidemment, à l'international, Vinci s'est fait taper sur les doigts. Moi, j'ai défendu le fait qu'on tape sur les doigts de Vinci et je suis par ailleurs lié à la Fondation Vinci, puisque je suis administrateur de la Fondation Vinci. Donc, j'étais vraiment... et j'étais aussi chez Sherpa. Vous connaissez Sherpa ou pas? Sherpa, c'est la grande ONG qui emmerde tout le monde. Et tant mieux. Et Sherpa, c'est Transparency International, c'est tout le consortium qui, en gros, c'est les biens mal acquis, qui traquent la corruption. Donc moi, je suis chez Sherpa et je suis chez Vinci. Vous voyez, bon, compliqué. Bon, et donc, enfin compliqué, moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout compliqué. Pour moi, je pense que Sherpa a raison et je pense que Vinci a tort. Sauf que Vinci, c'est pas que ça. Alors, en l'occurrence, c'était quoi le problème? C'était que Vinci, je vais mal peut-être raconter l'histoire, mais avait permis sur un territoire du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, je sais plus. Bref, ils s'étaient alignés par rapport au droit français. Ils avaient bien évidemment plié un genou et puis ils avaient confisqué les passeports ou je sais plus quoi des travailleurs. Bref, comme grand geste de RSE. Chantier de la Coupe du Monde. On a vu mieux. Bon, et donc. Moi, je me bagarre aussi. J'ai soutenu Potier quand il a fait la loi à l'Assemblée nationale sur le devoir de vigilance des entreprises. Et je défendais ça.
auprès de Pierre Coppée. On aurait pu refaire le truc en lui disant, je trouve que, bien évidemment, Vinci, c'est pas n'importe qui, c'est un fleuron français, c'est quelque chose de... Tu es malgré toi normatif et tu incarnes un certain type de légitimité et pas... tu ne peux pas simplement jouer avec les légalités des uns et des autres. C'est pas que ça, l'histoire de Vinci. Donc, bien évidemment que le devoir de vigilance dans les grandes entreprises, c'est absolument nécessaire. Puis même dans les petites, mais... Les petites, elles n'ont pas toujours les moyens d'assumer ça. Vinci, si. Mais si toi, si Vinci ne fait pas... Enfin, c'est surréaliste. Oui, mais c'est pas possible, la compétitivité internationale, le machin, le poète-poète. Je lui dis, mais... j'ai oublié. Voilà, il faudra couper tout ça, parce que... je suis fatiguée. Pourquoi on filme tout comme ça? J'en peux plus. Oh là là. Enfin bref, passons. Donc, et donc, je lui dis juste, je termine sur la question de devoir de vigilance. Et je ne sais pas quelle est sa position aujourd'hui, parce qu'il était pour, contre, machin et tout. Alors que, bien évidemment, tout notre enjeu à nous, c'est qu'un jour, bien évidemment, quantité de fleurons comme ça, de multinationales qui, de fait, à chaque fois s'ajustent, etc., sur le non-existant ou ce qui n'est pas là, soit au contraire proactifs sur du normatif digne de ce nom et upgrade les normes sociales et les normes environnementales, etc. Et ils ne le feront pas seuls. Ils ne le feront que sous la pression. Ils ne feront que sous l'œil. Parce que tout d'un coup, cette question du devoir de vigilance, elle travaille, bien évidemment, ça l'intéresse, etc. Mais ça a commencé à faire mal quand Sherpa est venu et les a mis au tribunal, etc. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça, si vous voulez. C'est le rapport de force nécessaire. Moi, je ne travaille pas dans la violence. Il y en a d'autres qui travaillent dans la violence. Moi, voilà, j'ai pas je pense que c'est compliqué, mais bon, il y en a d'autres qui considèrent qu'il faut casser pour réguler, il faut faire de la tabula rasa. Bon. Moi, je fais encore quand même plutôt de la réforme. Donc la réforme, c'est la question de la loi, notamment la transformation des comportements, la possibilité de discuter avec ce qui est identifié plutôt comme un adversaire, voire comme un ennemi, etc. etc. Et donc, résultat, ça c'est vrai, c'est plus long. Mais c'est comme, voilà, chacun attrape le territoire qui lui semble à la fois le plus probant et puis celui qu'il est capable de faire. On est presque au bout de cette rencontre, puisque à 18h, c'est ça, on doit s'interrompre. Il y a un autre débat derrière, donc il faut être courtois vis-à-vis de ceux qui suivent. Mais Puis on a d'autres choses à faire. On pourrait rester encore, vous écoutez, mais vous avez sûrement d'autres choses à faire aussi. Non, mais nous tous, bien sûr. Non, peut-être en conclusion, qu'est-ce qui, alors en revanche, vous rend le plus optimiste? Alors non, vous n'êtes pas pessimiste, donc vous n'êtes pas optimiste non plus, on l'a compris. Très bien. Mais qu'est-ce qui vous mobilise aujourd'hui? J'essaie de garder qui vous dope, qui vous réconcilie avec la société, son mouvement, pas uniquement en France, mais je vous donne un exemple. Tout à l'heure, vous nous disiez, on peut agir. J'ai en tête l'histoire d'une Patricia Blanc, une femme qui a perdu sa fille à 14 ans d'un cancer, d'une leucémie. Aujourd'hui, Imagine for Margot, son association qu'elle a créée, elle s'est mise à ne faire que ça, a modifié le regard des laboratoires sur le cancer des enfants, par exemple, alors qu'elle n'y connaissait rien. Ils ont changé leur paradigme, comme vous dites. C'est donc possible, vous avez raison. Est-ce que vous avez des exemples comme ça J'ai quantité d'exemples comme ça. Et non seulement personnellement, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est plutôt de les avoir en open data. Donc vous avez quantité pour ceux... Alors bien sûr, aujourd'hui, on utilise essentiellement l'Internet, qui lui-même n'est pas forcément le plus inclusif, parce qu'il faut déjà avoir un ordinateur, savoir un peu manier la chose, savoir s'orienter sur le web. Donc j'ai bien conscience de tout ça, mais tout de même... Bon, c'est notre outil le plus simple. Aujourd'hui, vous avez des réseaux en ligne qui identifient ce que moi j'appelle vos N+1 sur n'importe quel enjeu. Vous voulez travailler sur la question du handicap, vous voulez travailler sur la dérégulation financière, vous voulez travailler sur l'environnement, l'océan, etc. Vous voulez travailler sur ceci, c'est cela. Vous pouvez identifier votre N+1, +2, +3, +4 et vous pouvez former une alliance avec ces gens-là et vous pouvez tenter d'avancer. Alors oui, c'est peut-être pas grand-chose, mais d'abord, très souvent, alors là, c'est psychique, ça protège la santé mentale de ceux qui s'y mettent. Et deux, souvent, ça devient régulateur de
allez, un petit territoire, et éventuellement quelque chose un jour qui est plus gros que cela. C'est Ashoka Fellows, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a, mais c'est tellement immense. Et si vous voulez, à la différence de, encore une fois, il y a 15 ans, parce qu'il y avait bien évidemment aussi ces makers, qu'on n'appelait pas encore ces makers, ils étaient là bien sûr, mais ils n'étaient pas nécessairement aussi lisibles, la cartographie n'était pas aussi simple. Aujourd'hui, la cartographie, elle est très très simple. C'est-à-dire que si franchement, c'est-à-dire si vous restez seul, de fait, je peux comprendre que le découragement survient vite. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité véritablement d'identifier le réseau avec lequel vous allez pouvoir vous connecter et lancer ça. Donc, en gros, encore une fois, c'est à vous de faire ce petit travail d'état de l'art, ou alors de vous référer à quelqu'un que vous avez identifié comme ayant accès à cet état de l'art, et puis de lancer le process. Donc ça, je dirais que c'est mon petit optimisme, c'est qu'il y a une facilitation de l'outil. Voilà, ça c'est vrai. Et donc on peut s'engager, c'est-à-dire que vous nous dites engagez-vous parce que ça paye. Franchement, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'engagement... qui était ressenti comme quelque chose d'un peu superfétatoire, en plus, le supplément d'âme, etc., je pense qu'il faut vraiment le mettre au même niveau que de se brosser les dents. Et j'espère que vous vous brossez les dents, quoi. Parce que, si vous voulez, là, c'est pas sympathique, ni pour vous, ni pour autrui. Eh ben, c'est un peu pareil. Vous voyez, je mets le niveau d'engagement au même niveau d'ordinaire, j'aime pas ce terme d'hygiéniste, etc., mais de santé sanitaire, parce qu'encore une fois, je pense qu'il est protecteur du souci de soi et il est protecteur de l'état de droit. Mesdames et messieurs, on peut remercier Cynthia Fleury.